Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Et bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Christopher Mortier. Christopher, un ultra-trailer français de 25 ans qui s'est lancé un défi un peu barjot. Il veut enchaîner les 3 big rounds britanniques. Les big rounds, ça équivalent, pour ceux qui ne savent pas trop, à nos GR ou à nos FKT. C'est des sentiers de trail, de grande randonnée. Donc les big rounds, à chaque fois, font à peu près 100 km et 8000 de D+. Et tu veux relier tout ça en vélo, soit à peu près 650 bornes. Comment ça va, Chris? Bah écoute, ça va très bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je t'en prie. J'avais bien présenté le projet. Évidemment, on est là pour que tu nous en parles plus en détail. Mais qu'est-ce qui s'est passé là pour créer un projet pareil? Bah c'est simple, je suis arrivé à une conclusion euh, l'année dernière. Je pense que je m'étais un peu égaré sur ma pratique du trail. Je courais pas pour les bonnes raisons. J'avais pas les bons outils pour faire ce que je voulais dans le trail et du coup, je me suis dit que me recentrer sur quelque chose qui me correspond et d'essayer de repartir du bon pied, entre guillemets, ça passait par un off. C'est quelque chose que j'apprécie énormément de faire des offs comme ça. J'en fais souvent au cours de mes prépas durant les dernières années. Et du coup, ouais, c'est un peu venu comme ça, faire un off pas connu du tout en France. Les big rounds au Royaume-Uni, on n'en parle pas souvent. Très peu de Français les ont fait. Donc, c'était aussi un moyen de faire quelque chose que peu de personnes ont fait. Ok, du coup, tu disais revenir à une pratique du trail qui te ressemble plus. On peut faire un petit pas en arrière pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours global et sportif. Ouais, bah moi j'ai commencé. Bon, à la base, je viens du foot. J'ai fait 13 ans de foot, je pense, de mes 5 ans à mes 18 ans. 2 ans de sport-études, en foot aussi. Et j'ai eu quelques déboires, entre guillemets, où je me suis rendu compte que bah, la performance dans le foot, ça, c'était en partie lié aux autres personnes qui jouent avec toi. Sport d'équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'en avais un peu marre de devoir reposer sur le niveau des autres. Donc, je me suis lancé dans le trail il y a 5 ans, 6 ans de ça maintenant. Et moi, à la base, je suis originaire de la région nantaise. Donc, vraiment du trail assez roulant. Et dès la première année, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a tout appris dans le trail et dans la vie en général et qui m'a emmené faire mes premiers trails en montagne dans les Pyrénées. Et là, tout de suite, ça a accroché. C'était vraiment incroyable. Évoluer en montagne. Là, pour le coup, c'était dans les Pyrénées. Ouais, génial. J'ai été piqué directement par ça. Et du coup, bah, tous les ans, j'y allais ouais, entre 2 et 4 fois faire des courses en montagne. Et il y a de ça 3 ans, 3, 4 ans, ouais, j'ai déménagé définitivement dans les Alpes. Au niveau du boulot, j'avais la possibilité d'aller un peu partout où je voulais en France. Donc j'en ai profité pour déménager dans les Alpes. Et puis bah maintenant, c'est mon jardin dans le massif des Bauges. Et pour rien au monde, je retournerai au plat pays pour aller courir sur des trails hyper roulants. Je peux te comprendre. Moi, j'habite pas loin de Saint-Brieuc, un peu plus au nord de Nantes. Ah, c'est pas tout plat. Il y a pire que nous, hein. Il y a Tours, par exemple. Il y a Orléans, tu vois. Ouais, Mais ouais. Bah, ma compagne vient de là-bas et ouais, pour le coup, ouais, c'est plus ou moins la même chose. faire des préparations d'ultra dans des escaliers de la ville.
On Ouais, connaît tout ça. j'ai fait quelques séances de dénivelé pour ceux qui pourraient situer à la butte Sainte-Anne à Nantes. Faire des 2000-2500 mètres de dénivelé dans les marges de la butte Sainte-Anne, c'est quelque chose, hein. Ok, donc maintenant, bon, tu es dans les Alpes. Sur les dernières années, tu as quand même pas mal envoyé de courses classiques, j'ai envie de dire, de courses officielles. Ouais, ouais, je pense que ouais, j'ai dû en faire entre 60 et 70. Ok, c'est beaucoup, effectivement. Ouais. Ouais, j'aime bien. Après, ça reflète pas mon niveau parce que je fais beaucoup de courses juste au feeling comme ça, Mm. pour faire soit des blocs d'entraînement ou ouais, juste pour profiter. Là, ce week-end, là, hier, j'étais sur une course, un 48 et 3000. C'était juste pour faire une sortie longue, quoi. Donc, ça permet de rencontrer du monde, de découvrir des nouvelles régions. Et puis ouais, moi, j'aime bien faire des courses un peu partout. C'est cool, je trouve. Ouais, bah, comme tu dis, c'est le plaisir de faire une sortie longue avec des gens autour, quoi. C'est sympa, c'est cool. Si C'est tu ça. arrives à pas te rentrer dedans à bloc pour finir sur les rotules, c'est pas mal. Ouais, ouais, bah là, par exemple, l'exemple typique, hein, hier, c'était pour clôturer une grosse semaine d'entraînement. J'avais une sortie longue à faire. Bah, j'ai fait 6 heures de blabla run avec un mec qui avait plus ou moins le même niveau que moi. Et on a fait en 48 et 3000 en 6 heures. J'ai pas vu le temps passer et ça m'a fait faire une sortie longue. Voilà, quoi. Pour clôturer la semaine, c'était quoi ta semaine jusque-là? Bah, ça a fini à 150 bornes et 11 500 de dénive en 19 heures. Ok. Ça a fait surtout un gros enchaînement ce week-end avec 1600 mètres de dénivelé dans le Vercors le vendredi soir, juste histoire d'attendrir le cuisseau. Ouais. Et puis après, le samedi, il y avait Benoît Girondel qui organisait un 6 heures de dénivelé Ah oui, j'ai vu passer ça, ouais. sur un segment qu'il avait fait pour faire son record de 24 heures là, en 2012, il me semble. Du Mhm. coup, il organisait ça, il y avait une cinquantaine de personnes. Moi, c'était très bien parce que le but, c'est que jusqu'au projet, c'est de rester un peu dans son coin et de pas trop se montrer. Donc là, en petit comité, rien d'officiel, c'était très bien. Ouais, je fais 4000, un peu moins de 4500 mètres de dénivelé en 5h, 5h30 ou 5h40. Donc ça, c'était top. Et puis Bien. hier, le trail des trois couvents là, en Chartreuse, en rentrant, 48 et 3000 en 6 heures aussi. Donc un beau week-end. Ok, bon, donc tu continues d'empiler comme il faut la prépa, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Rentrons un petit peu dans le projet Big 3. Donc j'ai présenté un petit peu rapidement. Donc l'idée c'est que tu as trois boucles. Tu as trois boucles assez mythiques en Angleterre, enfin en Angleterre non, au Royaume-Uni. Ces trois boucles sont sur trois pays différents, Écosse, Pays de Galles et Angleterre. Et bah, t'as pas juste envie de faire les trois boucles, tu as envie de les relier. Explique-nous un petit peu le projet comme tu le vis, quoi. En fait, sur le papier, c'est assez simple, hein. Il y a trois boucles ouais, qui peuvent s'apparenter à un GR, un tour de massif par exemple, qui font plus ou moins 100 km et entre 8 et 9000 de dénivelé, plus ou moins, chaque boucle. Il y en a une au Pays de Galles, le Paddy Buckley Round. Il y en a une autre en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, c'est le Bob Graham Round, c'est le plus connu des trois. Et le dernier en Écosse, le Ramsay Round. Donc ces trois boucles, elles font ouais, plus ou moins 100 bornes et 8005, je dirais. Et en fait, ces trois boucles, j'ai décidé de les relier en vélo. Ça fait 650 km. Donc, il y a deux transitions à vélo de 271 et 371 bornes, plus ou moins. Donc, à l'heure actuelle, il y a une seule personne qui a fait cet enchaînement-là en faisant vélo et trail. C'est John Kelly, Ok. triple finisseur de la Barclay. Ouais, c'est pas un inconnu, quoi. Ok. Ouais, c'est pas un inconnu. De ce que j'ai vu sur Internet, etc., c'est la seule personne à avoir fait ça. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait l'enchaînement des trois, mais en faisant les transitions en voiture. Donc, Ridicule, quoi. ouais, voilà, c'est plus facile. Mais ouais, le but, c'est vraiment de réussir à faire l'enchaînement des trois
Après, je dirais que l'objectif secondaire, c'est le sub 24 heures sur chaque boucle. Ok. Donc en fait, chaque boucle, surtout le Bob Graham et le Ramsey Round, ils ont un club. C'est un club où en fait chaque personne qui fait la boucle en moins de 24 heures a la possibilité de rentrer dans ce club en fournissant la trace et tout ce qui est preuve pour attester du moins de 24 heures. Donc le but c'est de faire les trois en moins de 24 heures pour essayer de rentrer justement dans le club de chaque round. Et l'objectif numéro 3, qui serait du coup la cerise sur le gâteau, entre guillemets, ça serait de faire mieux que le temps de John Kelly, qui actuellement est de 130 heures. Donc lui avait 130 heures en comptant la partie trail, la partie vélo et les pauses. Ouais, vraiment tout du départ jusqu'à la Ouais, fin du premier round à la fin du troisième, quoi. c'est ça, 130 heures. Lui avait eu des conditions météo assez dantesques avec la tempête Hélène Ah sur le ouais, dernier round. Donc, ok. il avait réussi à faire les deux premiers en moins de 24 heures et le dernier, il avait mis 34 heures. Ouais, donc énorme. La particularité de ces parcours, alors je sais pas pour les trois, mais justement tu vas nous dire, c'est que pour que les gens puissent s'imaginer un peu le truc, ça n'a rien à voir avec un beau GR de chez nous, bien clean, bien propre. C'est un peu sauvage quand même. Et même là, au niveau de la trace, c'est particulier, non? Ouais, carrément, il y a plusieurs caractéristiques qui font que c'est assez atypique comme round. Le premier, déjà, c'est la météo. La météo, là-bas, on est au Royaume-Uni. Il y a la moitié du temps, il pleut, si ce n'est les trois quarts du temps. Ouais, j'allais dire, t'es gentil là, la moitié du temps. Ouais, il fait pas forcément hyper froid, Mm. quoique au niveau du Ben Nevis, c'est la mecque de l'Alpi et de l'escalade tradi là-bas. Donc, il y a pas mal d'alpinistes qui vont là-bas quand même. Mais en juin, il fait pas hyper froid. Par contre, c'est vraiment des conditions dantesques, du vent, de la pluie à gogo. Donc ça, c'est une des grosses caractéristiques du projet et de ces traces-là. La deuxième, c'est l'absence de balisage. Là-bas, ils ont une philosophie qui fait qu'il n'y a pas de traces, pas de tracé, pas de balisage, etc. Là-bas, c'est vraiment ouais, de la montagne et de l'aventure, entre guillemets. Ok, c'est Et tu montes par je sais pas, le plus court, quoi. Le plus court ouais, c'est ça. où tu peux passer, t'y vas, quoi. C'est ça. En fait, Ok. sur chaque round, il y a une trace qui est préconisée. Après, si tu veux t'amuser à faire de l'azimut et faire tous les sommets, relier tous les sommets en azimut, tu peux. Mais là-bas, il y a vraiment, quand on va y aller, il y aura la trace dans la montre. Et après, si je vois qu'il y a un endroit, un sommet qui est plus rapide à faire en y allant tout droit, on peut y aller, quoi. Ça, c'est la deuxième particularité. Et la troisième, c'est le terrain, où du coup, il y a des traces, on a des sentes, mais pas de vrais chemins comme on peut voir dans les Alpes, des trucs surtracés. C'est quand même assez sauvage, très caillouteux, surtout sur le Paddy Buckley et le Ramsey Round, où là, on est sur les deux rounds les plus difficiles. Le Bob Graham est beaucoup plus facile, entre guillemets. C'est le plus connu aussi. On avait notamment Kylian Jornet qui était venu faire le record en 12 heures et des brouettes quand il l'avait fait. Et même pour l'anecdote, même quand Martin Kern et Nahu Passera sont venus faire le Bob Graham, Martin Kern se demandait comment il avait pu faire pour faire 12 heures sur ce tracé. Donc c'est pour dire, Il avait fait combien, Martin Kern? il avait fait pareil que Nahu Passera, donc ils avaient dû faire 22 heures et des brouettes, il me semble, 22h30 ou quelque chose dans ces eaux-là. Juste en faisant le Bob Graham, Ouais, en 22 heures. Ah, et Kylian, 12. ouais, 12h47, Ouais, bon, si je dis enfin, pas de bêtises. il n'y a que lui, de toute façon, qui est capable de faire des trucs comme ça. Donc, Voilà, un on peu est hors sur une autre concours, histoire. l'animal. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est ça aussi la particularité, c'est la technicité du terrain. On pourrait penser que c'est pas hyper technique. Au final, beaucoup de cailloux, très humides. Ouais, des tourbières et tout, quoi. Ouais, c'est ça. On va Très passer dans agréable, ça. pas mal de tourbières. C'est très dégagé, mais au final, c'est de la. En fait, ouais, on va courir.
entre guillemets, dans du champ à vache, mais du champ à vache qui est trempé tout le temps. Donc ça veut dire que bah, les pieds, si tu fais pas gaffe, bah, dès le premier round, tu as les pieds bousillés avec la flotte. Et comment tu fais justement? Parce que quand tu dois passer dedans, tu passes dedans, quoi. Ouais, bah, moi, quand j'ai commencé le projet et à réfléchir à tout ça, j'ai un voisin qui fait de la création textile. On avait prévu avec mon voisin, du coup, de faire un prototype de guêtre comme on peut voir au Marathon des Sables, mais imperméable. C'est-à-dire que je lui avais filé une paire de chaussures à moi et le but, c'était de créer une guêtre avec un tissu spécial qui Ouais, était imperméable et un truc qu'on pouvait rajouter avec soit une fermeture étanche qui était collée sur la chaussure et que je rajoutais s'il se mettait à pleuvoir énormément ou quoi que ce soit. Après, j'ai eu la chance et du coup, le projet a un peu été avorté, mais c'est toujours dans un coin de ma tête pour un futur projet peut-être. Mais du coup, j'ai eu de la chance d'avoir comme sponsor Salomon pour ce projet-là, pour le Big Three. Et eux ont une Genesis Spin avec une guêtre qui est plus ou moins imperméable. Donc là, c'est vraiment un point hyper important et c'est top qu'ils aient ça dans leur gamme de chaussures du coup parce que bah déjà s'il se met vraiment à beaucoup pleuvoir je peux la mettre et ça c'est top. On a aussi de la chance, c'est qu'il y a beaucoup de points d'assistance sur les deux premiers rounds. Il y a 4 points d'assistance, donc même si je pars avec des chaussures normales j'ai la possibilité de souvent changer de paire de pompes et ça veut dire bah, du coup changer de chaussettes, bien se sécher les pieds, etc. Donc là pour le coup c'est un peu plus facile entre guillemets sur les deux premiers. Sur le troisième il y a que 2 points d'assistance, beaucoup plus sauvage. Où là, faudra conjuguer avec tout ça, mais ce sera le dernier. Donc en soi, ouais, même tu si je peux. finis avec les pieds explosés, c'est pas très grave. C'est clair, là, ça sera, comme tu dis, c'est le dernier, donc tu donneras tout, j'imagine. Peu Ouais. importe. On a commencé le podcast un petit peu en parlant enfin, tu nous as dit que tu en étais venu à ce projet pour un peu te recentrer sur ta pratique, ou en tout cas te recentrer sur une pratique qui te convenait mieux que ce que tu avais pour te retrouver, je crois que tu as dit. Mm. On est dans un podcast qui s'attelle justement à parler de préparation mentale et de mental dans de tels défis. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Bon, le dépassement personnel, évident, enfin logique, dépassement de soi, mais c'est quoi? Il y a l'envie d'écrire ton nom dans le paysage de l'ultra, faire de l'œil à Laz pour la Barclay future, je sais pas, c'est quoi le but de tout ça? Ouais, il y a plusieurs buts. Un des plus importants pour moi, c'est vraiment de retrouver l'essence même du trail dans mon optique à moi. Je pense que quand j'ai commencé à courir, je venais du milieu du foot où je voulais faire quelque chose dedans. J'ai fait des tests au FC Nantes, au SCO d'Angers, donc moi je voulais aller dans le haut niveau dans le sport. Le foot, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Moi, directement, je me suis dit, j'ai 19, 20 ans, je vais percer dans le trail, qui plus est dans l'ultra trail, parce que je ne suis pas quelqu'un d'hyper rapide. Donc, directement, je me suis mis dans l'ultra et dans les distances un peu longues. Sauf que quand tu as 19, 20 ans et que tu te mets dans le long, bah, c'est compliqué, quoi. Pour le corps, c'est hyper traumatisant. Et même niveau entraînement, niveau les à côté et tout, j'avais pas tout ce qu'il fallait. Et comme je m'étais mis là-dedans pendant peut-être 3, 4 ans, je me suis un peu voilé la face en me disant je veux rentrer dans un team. Et au final, ouais, ça m'a joué des tours. Je me suis pris peut-être pour quelqu'un que j'étais pas du tout, ou du moins pas encore. Tu vois, les 2 dernières années, je bâche la Diag, je bâche la Pika Pika l'année dernière. C'est Martin Kern qui avait gagné d'ailleurs? C'est Ouais, celle-là? Ouais. c'est ça, ouais. Et voilà, je pars pour l'anecdote l'année dernière sur la Pika Pika. Au bout de la première base de vie, je crois que je suis troisième. Je suis troisième, j'ai une demi-heure d'avance sur mes temps les plus, les plus Plus comment dirais-je, ambitieux? les plus ambitieux. Deuxième base de vie, je suis cinquième. Et là, bah, c'est là où je bâche d'ailleurs. Et là, je me suis dit, bah non, Chris, faut arrêter les conneries, il faut arrêter de se croire pour quelqu'un que tu n'es pas. Vraiment retrouver le sens de ta pratique. Et moi, je sais que tous les ans, je fais des offs et ça se passe toujours super bien. Je profite au maximum de ces moments-là.
parce que je sais qu'il n'y a que moi ou quelques amis qui sont là avec moi, mais c'est là où je profite le plus, entre guillemets. Après ces 2, 3 années un peu compliquées, je me suis dit que faire quelque chose comme ça, d'assez gros en termes de préparation, de logistique et même d'ambition, hein, parce que c'est quand même assez important. Mais comme je le prends comme un off, et que c'en est un, parce qu'il n'y a pas de compétition, c'est moi-même avec mes potes et ma famille. Donc, j'aborde pas ça de la même façon. Et c'est vraiment retrouver mon identité trail, entre guillemets, avant de repartir sur bonne base pour les années futures dans le trail et dans la compétition et ce que je veux faire dans le monde du trail, quoi. Oui, t'aimes toujours la compète, c'est juste que là, Ah oui, c'est oui. un. Ouais. T'aimes bien Ah filer oui, un moi j'adore dossard la et aller, compète. voilà. J'adore la compète. C'est pas ce qui me fait vivre, mais j'adore ça. C'est ce qui me motive à aller à l'entraînement, etc. Et ouais, indirectement, même si c'est un off, c'est pareil, il y a quand même un petit enjeu de compétition dans ce projet parce que bah, il y a un potentiel record à aller chercher. Après, c'est pas compliqué, il n'y a qu'une personne qui l'a fait. Donc, entre guillemets, c'est pas compliqué dans le sens où il y a pas beaucoup de concurrents. Bah, c'est sûr, quand on se donne un objectif ou déjà de le finir en soi représente un exploit, il y a Ouais, moins de voilà. personnes à l'entrée aussi. C'est ça. Puis même là, si je réalise l'enchaînement des trois, à moins que j'ai fait une erreur dans mes recherches, je serai le premier Français à le faire. Donc même ça, c'est une petite compète intérieure à se dire, voilà, je suis le premier Français à faire ça, le deuxième au monde à faire cet enchaînement-là. Oui, puis derrière John Kelly, donc ça cause un peu quand même. Ouais, voilà. Et puis voilà, indirectement aussi de faire quelque chose comme ça, c'est un moyen, je pense, d'allier, ouais, je dirais mon envie de faire du off avec aussi la possibilité de se mettre en lumière avec la réalisation de cette aventure qui, indéniablement, si je la réalise, elle me mettra en lumière dans tous les cas, ça fera parler. Et en soi, voilà, c'est déjà un premier pas vers ce que j'aimerais faire dans le milieu du trail. À mon goût, c'est plus sain de faire comme ça. La démarche est plus saine, entre guillemets, que de à tout prix s'obstiner à faire de la compète, à être déçu à chaque fois parce que bah, tu fais pas les bons choix ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, c'est quelque chose de réfléchi où je pars avec une idée en tête, quelque chose, une cause noble, comme aime le dire Stéphane. C'est ce que j'allais y venir. Ouais. Et- Stéphane Bronière, ouais, alors c'est ton coach, tu le présentes, enfin, plutôt comme ton préparateur, ton coach de trail, quoi. Mais avec Stéphane, la partie mentale est jamais très loin, quoi. c'est ça. Bah, ouais, Bah, tu peux tout pas est, dissocier les deux, quoi. c'est ça. Tu peux pas dissocier les deux. De toute façon, voilà, quand j'ai lancé le projet, il m'a dit, OK, bah, c'est très bien, mais par contre, il faut que tu me donnes tes ou ta cause noble qui va te permettre de donner le carburant aux employés de ton corps pour réussir à faire ça. Là, il faut identifier ça justement parce que au final, quelqu'un qui n'a pas de cause noble pour faire un projet aussi gros, à la moindre difficulté, ça flanche et ça s'arrête. J'aurais pu reprendre ça par rapport aux 3, 4 années où j'ai eu du mal à réaliser ce que je voulais, c'est qu'au final, j'avais peut-être pas les bonnes causes nobles, ce qui m'a empêché de faire ce que je voulais dans le trail et cette idée du haut niveau, etc. Je pense que la cause noble n'était pas la bonne. Et là, je me suis vraiment posé, j'ai fait le bilan de toutes ces années. Et là, je me suis dit, OK, c'est quoi ta cause noble pour faire ce projet? De cette cause noble, bah, on a découlé bah, le projet, toutes les étapes de préparation. Comme il aime le dire, voilà, la cause noble, à mon avis, c'est le plus important et c'est ce qui te fait avoir le carburant nécessaire pour réaliser ce genre de projet, quoi. Ouais, bah tu vois, en tout cas, bah, on voit que tu as réfléchi ton truc. C'est pas que de l'entraînement et je vais faire des tours au Royaume-Uni d'ailleurs. Sinon, je vais demander la question juste après. Mais la mise en lumière, t'en parlais justement. C'est aussi une partie importante pour toi, justement, ce que tu disais, d'être mis en lumière par ce que tu ferais éventuellement, si ça fonctionne tout bien. Et avec toi, dans ta logistique, il y a Valentin Orange qui va produire un film. Ouais, une des causes nobles, entre guillemets, même si c'est pas la plus importante, mais je pense que c'est important et chaque sportif, à mon avis, a cette cause noble
Peut-être qu'il se l'avoue pas, mais c'est de satisfaire son ego. Moi, je trouve que c'est hyper important de le satisfaire. C'est ce que je dis aussi. Le plus important, c'est de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Je pense que dans ce projet-là, j'ai décidé de faire un film, déjà pour partager l'aventure et aussi pour satisfaire mon ego, tout simplement, de me voir en image, etc. Je pense que c'est flatteur. Et du coup, ouais, je me suis entouré de Valentin Orange, qui est un voisin à moi en plus, donc c'est top, parce que du coup, niveau logistique, c'est super, on peut faire plein de choses et plein d'images. Mais du coup, ouais, il y a Valentin Orange qui s'occupe du film. On a Samuel Lermillet aussi, qui est photographe, qui travaille avec lui sur pas mal de projets, qui m'accompagne sur toute la prépa pour filmer la prépa et qui seront là-bas aussi au Royaume-Uni avec nous pour suivre et documenter tout ça pour sortir un film dessus, quoi. Et justement, bah, tu me fais une petite transition que je prends. Tu parlais de filmer la prépa et déjà de mettre un petit peu de lumière sur cette prépa. J'avais justement, comme je prévoyais avec toi, c'était de présenter à l'heure où on se parle, tu as déjà réalisé, enfin, on va dire que tu avais préparé, tu avais axé cette prépa avec évidemment beaucoup de volume de plein de choses, beaucoup de musculation l'hiver, on va pas y revenir là-dessus, tu vas en reparler. Et surtout, tu en es arrivé à concrétiser cette prépa avec quatre grands défis. Et aujourd'hui, on va en voir deux. Il y en aura deux autres juste avant. On essaiera de se faire ça juste avant que tu partes. Et les deux gros défis, donc il y avait un défi qui s'appelait 4809, bon évidemment avec un petit clin d'œil au Mont Blanc, et un autre défi qui s'appelait Zero to Arcalo. Je te laisse présenter ces deux défis, à peu près quand est-ce que tu les as fait et voilà, c'était quoi un peu les jalons que tu t'étais fixé, quoi. Ouais, bah, le premier défi, c'était le défi 4809. Quand j'ai fait ma partition pour ce projet, j'avais intégré dans ma prépa trois, quatre gros défis pour me préparer justement physiquement et mentalement à ça. Le but, c'était que sur chaque défi, en gros, je coche plusieurs caractéristiques du projet en général, que ce soit la météo, les conditions d'évolution dans le terrain, la distance, le dénivelé, le test du matériel, etc. Et du coup, le premier, c'était 4809 à la sortie de l'hiver. Le but, c'était d'enchaîner du coup 4809 mètres de dénivelé en vélo et 4809 mètres de dénivelé en trail. C'était le premier défi. Je voulais pas faire que de la course à pied ou j'aurais pu très bien faire un Everesting par exemple en trail. Le but, c'était vraiment de mettre du coup les deux activités principales du Big Three, qui étaient le vélo et le trail, justement. Et aussi, du coup, comme c'était à la sortie de l'hiver, mettre du vélo dedans, c'était top parce que ça m'évitait de faire, étant donné que moi je suis en montagne l'hiver, j'habite à 1000 mètres d'altitude, j'ai de la neige tout l'hiver. Donc courir l'hiver, c'est un peu compliqué. Je fais beaucoup de ski de rando. Donc, au niveau des articulations, etc., faire beaucoup de trail en début d'année, c'est un peu compliqué. Donc, faire la partie vélo et trail, c'était top. Et du coup, premier défi, 4809 mètres. Je suis parti à 22h45 le vendredi soir pour du coup 130 km et 4809 en vélo. Donc 19 allers-retours à 100 mètres de chez moi. C'est ça que Dans... j'allais dire. Là, on dirait presque que c'est sympa comment tu le prépares, comment tu le présentes. On dirait presque que c'est cool. C'est une sortie, bon, de nuit certes, mais non, pas du tout. C'est dans une bosse Non, de 3 km 4. ouais, c'est ça. Le but, c'était de. Un des objectifs, une des caractéristiques aussi de ce défi, c'était de bosser le mental. Donc, moi, j'habite à 1100 mètres d'altitude, plus ou moins. Et j'ai une côte qui fait 3,4 km, 250 mètres de dénivelé. Et le but, bah, je me suis dit, bah, autant aller faire ça là, comme ça, qui plus est, juste à côté de la maison, pendant que ma compagne, le vidéaste sont en train de dormir juste à côté, bah, moi, je vais me faire chier toute la nuit à aller rouler. Donc, ouais, le but, c'était 19 fois cette côte-là de nuit, 22h45 jusqu'à 7h et des brouettes, je crois 7h05 du matin. Je mets 8h22 ou dans ces eaux-là pour faire ça. T'as été accompagné ou t'étais tout seul toute la nuit? Non, j'étais tout seul.
J'étais tout seul. Justement, Valentin, le vidéaste, sur les 2 premières montées, il a fait un peu de contenu pour le film et pour diverses choses. Mais le but, c'était vraiment d'être tout seul, moi et mon vélo. J'ai eu de la chance, c'est qu'il l'a fait plus ou moins bon. En plein mois de février, il faisait pas super froid la nuit. Une nuit très claire, donc c'était génial. Mais ouais, 8h30, 8h30 tout seul, là, comme un con sur le vélo, avec sa frontale, en train de faire des allers-retours. Tu t'es posé des questions pendant que tu le faisais ou au moins. Bah, ouais, moi en plus, j'aime bien me parler à moi-même. Et là, pour le coup, ouais, je me suis beaucoup parlé à moi-même, beaucoup écouté de podcasts et de musique aussi, mais tu as le temps de te raconter beaucoup d'histoires. Donc, même pour le mental, c'est top, hein. J'ai réfléchi à plein de choses, à ce que je pouvais faire, mettre en place des choses pour le projet, etc. Donc, hyper intéressant. Et ouais, une nuit, franchement, je pense que c'est une des plus belles nuits que j'ai passées sur un vélo et même en termes d'énergie, etc. C'est comme sur des roulettes. Aucune baisse de régime. Là aussi, du coup, je peux faire une petite passerelle sur un de mes sponsors, c'est Meltonic, qui me suit et leurs produits, franchement, ils sont top. J'ai passé une nuit, aucune baisse de régime. Sur les 19 montées, je crois qu'il y a un delta de 2 minutes, je crois, entre le moins bon et le meilleur temps. Ah ouais, donc hyper régulier sur toute la nuit. Ouais, c'est ça, hyper régulier. J'ai tourné avec du gel et leur nouveau gel caféine, là. C'était génial, quoi. Jusqu'à la fin. Et du coup, Ça, après, t'enchaînes ouais, direct ou tu fais une petite. T'as fait une pause? non, non, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause de 4 heures à la maison. J'ai pas dormi, mais j'ai pris une douche et après je me suis posé dans le canapé. J'ai parlé avec Valentin, avec ma compagne. Et après à 11 heures, j'ai commencé le 4008 justement en trail. Pareil, même temps que la partie vélo. Sur l'activité Mhm. Sunto, il y a 5 secondes d'écart entre les deux activités. Ah, ok. Marrant. Donc ça, j'étais content. C'était bien régulier, c'était cool. Pareil, t'as fait ça dans une bosse? Ouais, dans une bosse, pareil, pas près de chez moi, un peu plus loin dans les Bauges, où j'ai l'habitude de m'entraîner quand je vais vraiment faire du dénivelé spécifique. Et là, ce qui était cool, c'est que du coup, j'ai pu avoir des pacers, entre guillemets, qui sont venus courir avec moi dans la journée. Bah déjà, il y avait Valentin qui a fait des images, donc il était là aussi dans les montées. Il y a ma compagne qui est venue. Il y a Antoine Clément, un de mes pacers, qui sera là au Royaume-Uni, qui est venu aussi. J'ai eu Hugo Ferrari aussi qui est venu. Beaucoup de gens le connaissent. C'est un très bon ami. Et du coup, il est venu aussi pour faire quelques montées avec moi. Et là pareil, très bonne sensation sur les 3 quarts du parcours. Après, la fin était beaucoup plus compliquée à gérer, déjà avec la fatigue qui commençait à s'accumuler. Et même physiquement, c'était vraiment au top. Aucune courbature, rien, pas de crampes, ni rien. Mais à la fin, on sentait que c'était un peu lassant de faire des allers-retours depuis Mhm. la veille, que ce soit à vélo ou là en courant. Je sentais qu'à la fin, c'était quand même assez, Oui, tu m'étonnes. assez redondant. Et Ça faisait 16 heures d'aller-retour, effectivement. Et en plus, j'ai découvert ton défi. Bah, moi, je te connaissais pas avant. Je t'ai découvert à ce moment-là. Alors, je sais plus si c'était sur l'Insta du Duc, Hugo, ou d'Antoine Clément, qu'on a reçu dans le podcast d'ailleurs, qui a fait le FKT j'allais dire le John Muir, non, Pacific Crest Trail. Pacific Crest Trail, merci. Et du coup, on te voyait, je t'ai vu couché, version table basse, quoi, couché sur Ah sur ouais, les bâtons. c'est une de mes particularités, c'est la table basse en montée. Il y en a beaucoup qui se foutent un peu de ma gueule avec ça. Attends que ça Moi, monte. ouais, c'est ça. C'est l'attitude dans laquelle je me sens le mieux et la position dans laquelle je me sens le mieux quand je monte, quand ça commence à faire longtemps. Parce qu'autrement, j'ai l'impression d'être mamie groseille qui monte sa petite côte tranquillou. Et ça, j'y arrive pas. J'arrive pas à tenir la position
ça me convient pas du tout. Donc ouais, la table basse, c'est très bien. Bon, en tout cas, bah, donc premier défi bien rentré. Bon, tu dis à part le dernier quart, donc c'est bon, tu auras passé quasiment 13-14 heures au top, quoi. Donc que ce soit Ouais, dur à la fin, je pense que c'est le minimum, vu la taille c'est du. ça. Et Puis ça concrétisait surtout une grosse prépa hivernale, assez mouvementée quand même, parce que moi j'ai une entreprise, donc j'avais mon entreprise à gérer. En plus de ça, je bossais en tant que skiman, donc d'accord. ça c'était 50 à 60 heures semaine de taf, plus 5 à 10 heures de préparation pour les sponsors, la logistique, etc. Plus les 15 à 20 heures d'entraînement semaine. Même ce projet-là, en fait, il y avait aussi le fait de. Je l'ai fait quand j'ai arrêté de travailler en tant que skiman. Et du coup, ça ponctuait vraiment cette grosse partie hivernale. Et le fait que ce soit super bien passé, pour moi, tous les voyants étaient au vert au niveau de la prépa hivernale. Ça concluait au top cette prépa et c'était génial, quoi. À travers ces objectifs, hein, ces jalons que tu t'es fixés et que là, pour l'instant, que tu as tout réussi de belle manière, en te sentant bien, etc., tu commences déjà à retrouver ce que tu vas chercher dans le projet. Parce que le projet, toujours, c'est comme une course. La course, c'est la cerise sur le gâteau de X mois de préparation. Tu as déjà des ressentis qui changent à ce sujet-là ou non, on t'attend vraiment le point final, l'objectif final, quoi. Ouais, j'ai déjà ressenti parce que moi, pour moi, le chemin parcouru, il est aussi important, voire plus que, entre guillemets, le récital au Royaume-Uni. Tout le chemin parcouru, ouais, pour moi, c'est le plus important. C'est là où tu travailles le plus, où tu te découvres le plus, où tu vas chercher des choses et des réponses à beaucoup de questions. Et ouais, pour le coup, il y a des cases qui commencent à être cochées grâce à ça. Et je me dis que si toutes les cases que dans ma tête, si toutes les cases sont cochées avant de partir au Royaume-Uni, c'est top. S'il y en a qui sont à cocher là-bas, c'est encore mieux. Comme ça, au moins, tout au long de la prépa, j'aurais coché tout ce que je voulais aller cocher et tout ce que je voulais aller chercher dans ce projet. Mais ouais, déjà, dans la prépa, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je sens qu'il y a beaucoup de paliers, que ce soit mental ou physique, qui ont été validés. Donc, c'est super cool et super important même pour le reste, quoi. Bah, ça montre bien que c'est ce que tu dis. Enfin, quand tu dis pour moi, c'est le chemin qui est plus. Enfin, on l'entend tellement que ça devient galvaudé de le dire, mais ça n'empêche pas que c'est la vérité. Quand on prépare une course, alors là, ton projet va durer un peu plus longtemps, on va dire entre 5 et 7 jours, Mm. si tout va bien, et on te le souhaite. Mais une course, c'est encore pire, même si on prend un ultra, 24, 30 heures, on s'est préparé 6 mois, un an, enfin 6 mois, ça veut rien dire, c'est des années de course, des années de préparation. Et si on. Enfin, le chemin, enfin, on devient qui on est pendant toute cette préparation, on ne devient pas qui on est le jour de la course pendant ces quelques C'est heures, ça. quoi. C'est ça. Euh, et du coup, bah, pour terminer aussi notre épisode et cette deuxième, tu avais fait un deuxième défi, Zero to Arcalo. Raconte-nous un peu, je Ouais. crois même pas qu'il était prévu. Non, ça, à la base, j'ai eu c'était quand ça? C'était au mois d'avril, au mois de mars ou au mois d'avril, je sais plus exactement. J'étais sur Nantes pour le travail et j'avais prévu de rentrer à vélo parce que je Normal. voulais en fait un peu tirer un trait définitif sur ma vie entre guillemets en Loire-Atlantique. Pour moi, j'adore quand tous les moments importants de la vie, tu peux les faire à travers le sport. Et je m'étais toujours dit, depuis que j'ai déménagé dans les Alpes, que je ferais la traversée à vélo pour vraiment clôturer cette vie nantaise. Et là, ça tombait super bien parce que du coup, bah, qui dit 650 km de vélo à faire au Royaume-Uni, il faut quand même s'entraîner un peu en vélo. J'avais quelques bases et quelques références sur de l'ultra à vélo que j'avais pu faire les années précédentes. Et du coup, ouais, je me suis mis en tête de rentrer à vélo. Et 3 jours avant de partir, je me suis dit, putain, ça serait con de faire que 4 jours, entre guillemets, et de justement cocher une des caractéristiques que j'avais pas encore coché, qui était de faire 6 jours, l'équivalent de ce que je vais faire au Royaume-Uni, Mhm. à l'entraînement, avec beaucoup plus de pauses, certes, mais à avoir vraiment cette durée de 6 jours
de sport. Du coup, j'ai rajouté une journée avant, une journée après en trail. Donc, c'est tout bête, hein. Je suis parti de la plage à la Baule, donc du niveau zéro. J'ai fait 100 km le premier jour en courant. Là, en plus, c'était top parce que moi qui déteste courir longtemps, bah, j'étais obligé de courir parce que sur les 100 bornes, il y avait 900 mètres de dénivelé. Ah, donc tu cours sans borne, quoi. Il n'y a pas de Ouais, marche. voilà, j'ai couru 100 bornes. À un moment donné, obligé d'enlever les chaussures, les chaussettes pour passer dans les marais parce que les marais étaient remplis d'eau, de l'eau jusqu'aux genoux et tout. C'était cool, quoi. Et du coup, après, j'ai enchaîné sur 4 jours de vélo. 4 jours de vélo, 780 km, 7800 de dénivelé. En, euh, en 4 jours, ça faisait 32 heures de selle, il me semble. Donc Ok. avec un vent En, de iti- face. en De itinérance, quoi? pardon, où tu dormais à la Belle Non, Étoile? non, je dormais en Airbnb tous les soirs. Et j'avais juste j'avais une sacoche de selle et deux sacoches sur le cadre. Ça faisait un vélo à 17 kilos, il me semble. Vent de face les 4 jours. Donc Impeccable. pour travailler la tête et tout, c'est génial. Ouais, puis ce que tu vas trouver, ce que tu risques de retrouver là-bas aussi, un peu de vent, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que là-bas, j'ai un pacer à vélo. Donc Ah, c'est plus simple, entre guillemets. Puis le vélo est 2 fois plus léger que ce que j'avais. Et du coup, je suis parti le dimanche de la Baule, je suis arrivé le jeudi après-midi et le vendredi matin, je suis reparti de chez moi pour aller jusqu'au plus haut sommet des Bauges, donc l'Arcalo. Ça faisait 30 km et 1006 en courant. Sur les 30 km, les 25 premiers, il y avait 25 et 500 de dénive. Et je courais à 11,5 11,5 de moyenne, quoi. Après ok. avoir enchaîné tout ça, là, je me suis dit, putain, mais c'est génial, quoi. Le corps est super bien fait. Même au bout de 6 jours, la veille, je me demandais si j'allais pouvoir courir. Et bah là, le matin, je me réveille et j'arrive à tenir 11,5 de moyenne sur 25 bornes, quoi. Donc, génial. Une montée après, faite avec Valentin du coup et un autre de mes pacers, qui est un de mes voisins, c'est un de mes meilleurs potes. Du coup, on a profité aussi pour partager un petit moment tous ensemble en montagne. Royal, quoi. Je passe 6 journées de sport intense. C'est venu conforter certaines caractéristiques que j'avais déjà cochées, en cocher d'autres. Physiquement, voir que ça tient, voir que tout roule correctement et que malgré certaines difficultés, tu arrives à passer outre. Et ouais, à trouver des solutions quand il y a des problèmes. Et puis bah voilà, après ça file et c'est formateur pour le Royaume-Uni. Ouais, t'empiles tranquillement les briques et pour l'instant, touche du bois, ça s'empile Ouais, bien, quoi. c'est ça, Ok, c'est ça. bon bah ok, deux beaux défis. Pour les amateurs de chiffres, tu reviens en détail justement sur, en tout cas sur le défi 4809. Tu reviens en détail sur cette préparation, donc tu parles nutrition, matériel, tu expliques les temps de sommeil, les temps de repos plutôt, et ce que tu as mangé, les segments Strava, les pourcentages sur la côte, etc. Donc ça, c'est très sympathique à lire. Tu as mis ça à disposition sur le site justement du Duc Hugo Ferrari, donc ducarmi.fr. Je fais un petit warning pour les gens qui ne connaîtraient pas. Les personnes non averties. Donc, il s'agit du site d'Hugo Ferrari, donc un célèbre ultra-trailer français, autoproclamé duc de Savoie. Donc, on est en plus sur du second degré, on est sur quelques degrés supplémentaires encore. Donc, de rigolade et compagnie. Mais par contre, voilà, quand il s'agit de rentrer dans les détails et de s'envoyer des trucs de sauvage, il est là, le Hugo également, quoi. Donc voilà, Ouais, si vous voulez aller chercher les chiffres, n'hésitez pas à aller sur son site. En tout cas, c'est là où tu lui as mis un beau fichier que j'ai sous les yeux avec plein de choses bien intéressantes à lire, quoi. c'est ça. Le but, ouais, aussi, c'est de pouvoir partager aussi la prépa. Avec Hugo, c'est cool, c'est que du coup, il y a un support avec pas mal de visionnage, donc ça permet aussi de faire connaître le projet. Puis voilà, puis même après, j'ai aussi la chance d'avoir des sponsors qui relaient aussi le projet, donc ça permet d'en parler et que le projet se fasse connaître. Donc c'est hyper cool. C'est hyper cool. Et puis comme ça, les gens peuvent aussi se rendre compte ce que c'est de se lancer dans un projet comme ça et les étapes
à mettre en œuvre pour réaliser ce genre de choses. Du coup, bah, tu as parlé des sponsors. Là, on s'était donné 1 heure pour l'épisode. On va s'arrêter là-dessus. On a fait le tour de ce qu'on voulait. On fera un deuxième épisode avant que tu partes. Alors, le départ, c'est 16 juin, c'est ça? Ouais, nous, on part le 13 juin. De France? Ouais. On va partir le 13 juin. Là, il y a deux journées de route pour aller jusqu'au Pays de Galles. Le départ officiel, ce sera le lundi 16 juin à 7 heures. Ok, donc on se refera un épisode avant ton départ où on reparlera des 2 derniers blocs avant de partir. Donc les 2 derniers blocs, ce que tu me disais, c'est que ça va être un gros camp d'entraînement chez ton entraîneur Stéphane Brognard, donc dans les Vosges. Tu vas passer une semaine avec lui. C'est Donc ça. il va te faire plein de trucs bizarres avec je sais pas, il met des trucs sur son dos, il grimpe avec des objets bizarres en bois. Ouais, c'est possible, c'est possible. J'ai oublié les noms, je sais pas, je suis pas dévot, je connais pas ces outils-là improbables. Ah, il aime bien quand avoir faire des sorties lestées ou des barres clés loupes. Ouais, si c'est pas lesté, c'est pas drôle avec Stéphane, j'ai l'impression. Ouais, faut se compliquer un peu la vie quand même, autrement c'est pas marrant. Sinon, ça le fait pas marrer, ouais. Donc, tu vas te faire une semaine avec lui, donc je pense que tu vas en avoir pour ton argent. Et ensuite, bah, le quatrième et dernier bloc, ce sera ce que tu m'as dit. Tu vas relier les 14 sommets des Bauges, donc tu vas faire le tour de chez toi, quoi. Tu vas faire le tour du jardin. Ouais, c'est ça. Il y a 14 sommets de plus de 2000 mètres d'altitude dans les Bauges. Donc, comme ça, c'est un petit clin d'œil aussi pour la fin de la prépa, entre guillemets, même s'il y aura d'autres semaines d'entraînement derrière. Mais pour le dernier gros bloc d'entraînement, ça sera l'enchaînement des 14 sommets des Bauges sur, je pense, entre 16 et 20 heures de trail. Ça fera un dernier clin d'œil au jardin. Et puis voilà. Ok, bon, bah, on reviendra là-dedans sur le prochain épisode. J'ai plein de questions encore. Les pacers, comment tu les as choisis, etc. La logistique, on peut en parler aussi de la logistique, c'est hyper intéressant pour ceux qui voudraient se lancer un petit peu. Bon, là, tu Mm. as envoyé un gros projet, donc on n'est pas obligé non plus de faire une logistique avec un minibus, mais il y a pas mal de trucs à dire. Tes sponsors, si tu veux quand même les citer, donc tu nous as parlé de Salomon en équipementier. En vélo, qui te supporte? T'as un magasin aussi, je pense, le Ouais, magasin de bah Nantes qui déjà, te supporte. à la base, c'est 360 experts outdoor. C'est un magasin qui fait tout ce qui est vente de matos outdoor, etc., qui est situé sur Nantes, avec qui j'ai très bonne relation avec eux. Et en gros, c'est eux je leur ai plus ou moins laissé le libre choix de choisir les sponsors qui pouvaient se D'accord. présenter. Moi, j'avais juste en tête Salomon parce que c'est chez eux que bah, j'ai toujours couru avec du Salomon. Ouais, si ça te Ouais, convient, il n'y a pas besoin, ouais, forcément. voilà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Salomon en tant qu'équipementier pour la partie trail, chaussures et textiles. Après, il y a Petzl. Petzl qui fournit tout l'éclairage. Il y a Meltonic pour la nutrition. Ouais, de la région là-bas aussi, ok. Ouais, pareil, de la Foissière dans la région nantaise Mhm. qui me suit. Il y a le magasin Cycle Expert à Grésy-sur-Aix. Ça, c'est un magasin revendeur spé. Ça aussi, c'est super parce que quand j'ai commencé le vélo, etc., j'ai toujours roulé sur du spé. Du coup, eux me prêtent un vélo, un Aetos pour Putain, la fin ça, de la c'est cool. préparation. Ça, c'est Ouais, très bon. ouais, ils m'en prêtent un pour toute la fin de la prépa et pour le projet. Il y a Jubo qui sera là aussi pour toute la partie optique avec des lunettes. Puis après, il y a d'autres partenaires qui sont là plus dans la prépa. Il y a le magasin L'Eau Vive. C'est un magasin bio qui va fournir du sec pour toute la logistique. Un de mes gros atouts aussi, c'est que du coup, je suis suivi par Experience. C'est un centre de récupération sur Chambéry. Et en gros, eux, ils s'occupent de toute la partie récup avec de la cryothérapie, de la pulsothérapie et après tout ce qui est massage, etc. Où là, pour le coup, c'est vraiment top parce que bah, dès que j'ai besoin d'aller après une grosse semaine, par exemple, comme là bah, ce matin, j'ai fait une séance de cryo et de la pulso. Et pour la récup, c'est génial. Grâce à eux, je peux me mettre des grosses semaines d'entraînement et pouvoir récupérer plus facilement et plus rapidement. Ok, ok. Ouais, donc Euh, t'es quand même bien entouré, quoi. Ok. ouais, j'ai de la chance d'être bien entouré et d'avoir pas mal
de partenaires, donc c'est quand même sympa. Ok, bon écoute, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc comme je disais, on essaie de se faire quelque chose avant ton départ pour voir un petit peu dans quel état d'esprit t'es et surtout si tu peux, t'as pu continuer à empiler les briques, les dernières briques de la prépa jusqu'à ton départ. Ça te va? Ouais, très bien. Je te remercie pour le temps que tu as pris. Je te remercie de nous avoir livré un petit peu la préparation de ce projet complètement barjot. Je te souhaite une bonne continuation dans les entraînements et je te dis dans allez, 3-4 semaines. Yes, Allez, à plus. Ciao. salut. Cet épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.